Le scrutin est clos. Pardon. Résultat du scrutin. Votant 345, exprimé 307, pour 193, contre 114. Le Sénat a adopté. Madame la Présidente, vous souhaitiez dire un mot? 195. Oui, pour préciser à mes collègues de la Commission des Affaires sociales, une réunion en salle 216, car nous avons un amendement sur la PPL Watebled que nous devons examiner tout à l'heure. Alors voilà, le vote, alors, il y a eu des applaudissements assez maigres. Le vote est acquis au Sénat. La réforme des retraites a été adoptée. C'est une étape, l'avant-dernière étape. C'est pas, on va dire, la plus importante parce qu'elle était acquise. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu le nombre de votants, Adrien Ginde? 193 pour, 114 contre. Sur 307 votants, il y a une quarantaine de sénateurs qui n'ont pas pris part au vote. Ça nous dit quelque chose? On l'a vu aussi en regardant l'hémicycle, je ne sais pas si vous avez vu les petits carrés de couleurs, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur une répartition parfaitement absolue de toute la gauche contre, si bien sûr, mais pas toute la majorité et la droite pour. Il y a quelques individualités qui soit n'ont pas pris part au vote, soit ont voté contre. Mais pour le coup, on le savait, la différence énorme entre ce qui se passe au Sénat ce matin et ce qui se passe à l'Assemblée, c'est que d'une certaine manière, tout le monde avait joué carte sur table. Il y a des défections dans ceux qu'on aurait pu attendre être des soutiens au texte, mais très peu en réalité. D'ailleurs, vous voyez que là, on aura la liste exacte de ceux qui ont voté la majorité et ceux qui n'ont pas voté. Quand même, malgré tout, nette. En aucun cas cet après-midi à l'Assemblée, même si le vote était positif pour le texte, en aucun cas nous n'aurions un tel écart entre le nombre de votes pour et le nombre de votes contre. C'est déjà acquis. Donc le gouvernement peut au moins se féliciter de se dire « j'aurais eu une large avance sur un texte ». Après, on voit que même au Sénat, ce n'est pas un texte qui fait le plein absolu des voix. Et quand on dit 345 votants et 307 exprimés, il faut quand même souligner cet écart. Ça veut dire que même au Sénat, il y a des sénateurs qui ne se sont pas sentis engagés par un vote pour ce texte. Frédéric Delpech, en direct du Sénat. On écoute Olivier Dussopt, le ministre du Travail. C'est une satisfaction. Le Sénat a adopté ce matin les conclusions de la commission mixte paritaire. C'est à la fois l'occasion de souligner et de rappeler que la commission mixte paritaire, composée de 7 députés, 7 sénateurs, a trouvé un texte de compromis. Ce texte de compromis a des qualités. Il a une première qualité, c'est qu'il permet de respecter l'équilibre financier, le retour à l'équilibre financier en 2030. Il y a une deuxième qualité, qui est que ce texte reprend et comporte évidemment toutes les dispositions qui font le cœur de la réforme que le gouvernement a présentée devant le Parlement. Et enfin, une troisième qualité, c'est que ce texte a été amélioré. Amélioré par le débat parlementaire, avec une mesure favorable aux femmes qui ont une carrière complète, avec une meilleure prise en compte de la pénibilité et des carrières longues, avec de nombreux amendements issus de la majorité comme des oppositions, qui permettent de renforcer les droits, de faciliter la vie des assurés et d'aller vers un système de retraite qui soit à la fois équilibré, c'est notre objectif premier, et amélioré. Est-ce qu'on peut dire que maintenant il reste plus dur, monsieur Dussopt? Il reste un débat à l'Assemblée nationale et l'Assemblée doit se prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire. C'est un moment qui est important. Nous avons tout au long du débat veillé à ce que l'ensemble de celles et ceux qui s'inscrivaient dans une perspective constructive, c'est-à-dire une perspective qui consiste à partager l'objectif de la réforme, sa nécessité face à un déficit qui est marqué, à ce que les demandes puissent être entendues. Des demandes qui sont entendues, c'est à la fois garantir l'équilibre, c'est une préoccupation partagée par la majorité présidentielle et par la majorité sénatoriale et par le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Faire en sorte de répondre aux demandes, c'est faire attention, c'est ce que nous avons fait et ce que le texte permet, à ce que la revalorisation des plus petites pensions s'applique aux retraités actuels et pas seulement aux nouveaux retraités, à ce que les carrières longues soient améliorées, et nous l'avons fait, et la commission mixte paritaire l'a encore améliorée. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement ait confiance à 10h45 ce matin? Je considère que si tous les députés qui sont intéressés, qui sont concernés et qui souhaitent le retour à l'équilibre financier, si tous les députés qui souhaitent que ce système soit amélioré, que la question de la pénibilité, des carrières longues, des petites pensions soient des situations qui soient revalorisées
prioriser. Si tous les députés qui sont d'accord avec cette réforme, qui l'attendaient, qui la demandent, qui la portent et qui sont convaincus que le retour à l'équilibre et l'amélioration du système sont au rendez-vous, votent, il y a une majorité. Il faut que cette majorité se forme, et avec le président de la République, avec la Première ministre, avec les membres du gouvernement, nous continuons à dire, à défendre et à souligner que celles et ceux qui sont attachés au système de répartition, au système par répartition, au système de solidarité intergénérationnelle et à son amélioration, doivent se retrouver cet après-midi. Et s'ils votent tous, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu es toujours confiant à 10h45 ce matin? Nous sommes déterminés à construire cette majorité et à faire entendre, faire voir et montrer que si les parlementaires qui souhaitent l'équilibre du système et son amélioration votent, il y a une majorité. C'est notre chantier, notre engagement des prochaines heures. Il y aura une dissolution. Il y aura une dissolution. Alors, est-ce qu'il y aura une dissolution? Nous n'en sommes pas là. Il n'a pas voulu répondre à cette question compliquée. Et bien sûr, on va écouter maintenant le président LR du Sénat. Une large majorité ici au Sénat. Je veux rappeler que ce vote-là ne signifie en aucun cas un soutien inconditionnel au gouvernement. Simplement, cette réforme vient du Sénat puisque nous la votons tous les 4 ans. Nous avons été cohérents et surtout, et par-dessus tout, nous voulons sauver le régime de retraite par répartition. C'est le bien commun. Il a été construit par la droite et par la gauche à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et les déficits, plus de 150 milliards dans les 10 prochaines années et surtout toujours plus de pensionnés, toujours moins de cotisants, risquaient de faire éclater cet édifice auquel les Français tiennent par-dessus tout. C'est pas surtout le quinquennat d'Emmanuel Macron que vous sauvez ce matin? Je m'en fiche. Moi, je ne réagis pas de cette façon-là. Ma boussole, c'est pas Emmanuel Macron. Ma boussole, c'est l'intérêt national. Voilà, moi, je veux absolument demain qu'il n'y ait pas une explosion du régime de retraite par répartition, parce qu'à ce compte-là, c'est pas les riches qui vont trinquer. Les riches, il n'y a pas de problème. Ils capitalisent de façon individuelle. C'est les Français les plus modestes. Ça sera les jeunes aussi qui devraient à ce moment-là payer 2 retraites, la nôtre et la leur. Pardon, et mais ça, c'est à vos collègues députés qu'il faut dire ça, parce que les Républicains aujourd'hui, vous affirmez ça au Sénat. Enfin, l'Assemblée, c'est quand même une autre histoire. On a différents blocs et à l'heure où on se parle, il n'y a aucune certitude que cette majorité absolue soit atteinte avec vos collègues des Républicains. Pardon, mais moi je ne suis pas président du groupe LR là-bas, je suis président du groupe LR au Sénat. C'est pas le même parti. Et simplement, bien sûr que c'est le même parti, bien sûr, bien sûr. Et quand je vois ces divisions, vous croyez que ça me réjouit ? Évidemment que non, évidemment que non. Simplement, moi je pense que ce qui a affaibli les Républicains ces dernières années, c'est finalement des reculs, des zigzags, parfois des têtes à queue. Et je pense que ce qui fait le plus de mal à la politique, ce sont ces reculs, ce sont ces revirements. Il faut essayer d'avoir une ligne qui soit une ligne droite, une ligne claire, ne pas changer d'avis. On a soutenu il y a encore quelques mois un recul de l'âge légal à 65 ans. Donc je pense qu'il faut être cohérent. C'est l'honneur de la politique. Et ce que je veux dire aussi quand même à mes amis qui ont encore peut-être à cette heure où je vous parle des doutes, c'est que en 2030, au moment où cette réforme va pleinement s'appliquer, la France sera le pays d'Europe, de tous les pays européens où on pourra partir le plus précocement en retraite, où l'âge légal de départ sera le plus précoce et où le régime des carrières longues sera le plus avantageux. La réalité, la vérité, elle est là. Est-ce que ça sera un échec de passer par c'est un vote risqué. Est-ce que le vote est risqué pour le gouvernement cet après-midi à l'Assemblée? J'avais utilisé cette métaphore en disant voilà, le gouvernement va avoir le choix entre la roulette russe ou la grosse Bertha étant le 49.3. Moi je pense qu'il faut, si le gouvernement a une majorité, évidemment prioriser le vote sur le texte, mais s'il n'y a pas cette majorité, je pense qu'il vaut mieux encore le 49.3 plutôt que pas du tout de réforme. Mais c'est pas moi qui prendrai cette responsabilité-là. Il me semble qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les chiffres sont très très serrés. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense. C'est quoi votre dernier comptage? Moi, je fais pas de dernier comptage parce que j'ai eu Éric Ciotti, Olivier Marleix hier soir, et je sens bien que c'est serré. Donc, et il y a d'ailleurs des pertes dans un peu tous les différents groupes censés composer une majorité de projets sur cette réforme-là. Ici aussi, il y a eu des pertes. Vous faites pas le plein dans la majorité sénatoriale. C'est quand même ça aussi un marqueur important sur cette réforme. Vous n'êtes pas à 250. Ah, écoutez, on n'est jamais à 250. Sur les textes, je vais vous rappeler simplement, vous qui avez un peu de mémoire peut-être, c'est que sur les votes, notamment en matière de textes sanitaires,
on a toujours eu des voix contre, on a toujours eu des abstentions. Mais un groupe qui reste uni d'un peu plus de 140 et qui fait 120 pour la réforme, croyez-moi, il y a beaucoup d'autres groupes à l'Assemblée qui aimeraient avoir ce score. C'est pas facile, quand on est dans l'opposition, de soutenir une réforme qui vient du gouvernement. Mais c'est aussi l'honneur des hommes et des femmes politiques que parfois de dépasser justement les clivages partisans pour aller à l'intérêt national. Et moi je pense que l'intérêt national, c'est de sauver le régime de retraite par répartition. Ça veut dire quoi, c'est pas facile d'aller dans le sens du gouvernement? Tout simplement parce que quand on est dans l'opposition, on a envie de s'opposer. Mais à vous entendre, on a le sentiment que vous lancez un avertissement à Emmanuel Macron. Le 49.3, ce serait peut-être la meilleure façon de sauver cette réforme des retraites? Non, je n'ai pas les comptages. Je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre précis. Je dis simplement à Emmanuel Macron et à la chef du gouvernement que dans la graduation des actes qu'ils auront à faire cet après-midi, il vaut mieux, effectivement, il vaut d'abord mieux un vote sur le texte plutôt qu'un 49.3, mais que dans tous les cas, il vaut mieux un 49.3 qu'un rejet du texte, parce que ce serait grave et je pense qu'on perdrait une occasion de vraiment apporter une réforme qui est une réforme qui bénéficie en plus à beaucoup de Français modestes. Ce que je veux dire, c'est qu'on va multiplier dans les prochaines années les Français qui vont partir bien avant 64 ans, aux alentours de 62, de 60 ans, pour des carrières longues. Voilà. Et on a amélioré, par exemple, les régimes d'usure professionnelle, de pénibilité.